C'était le genre d'après-midi qui semblait insister sur la paix. Dans le village de Little Darning, une douce brise remuait les haies, emportant avec elle le parfum de l'herbe fraîchement coupée et des roses à peine épanouies. Le bourdonnement des abeilles, le léger tintement des tasses à thé sur les soucoupes et le grincement occasionnel des chaises en osier rythment la vie. C'était jeudi, et cela signifiait prendre le thé au presbytère, un événement aussi fiable que la cloche de l'église et presque aussi sacré. Miss Jane Marple, vêtue de son éternel ensemble gris lavande, était assise sous un parasol rayé dans le jardin du presbytère, son tricot sur ses genoux et une expression sereine sur son visage. Autour d'elle, l'épouse du curé, Madame Judith. Clémence affairait autour d'assiettes de gâteaux aux graines et de sandwichs, tout en discutant amicalement avec 3 autres dames du comité paroissial. J'ai un sujet légèrement indigné. La mode moderne à Londres venait de céder la place au sujet des nouveaux locataires de Maple House, lorsque le loquet du portail s'est décroché. Tout le monde se retourna. Un homme se tenait à l'entrée du jardin, se découpant sous le soleil de fin d'après-midi. Il avait une 60aine d'années, avec une moustache soignée, des chaussures cirées et un costume qui, bien que cher, était démodé depuis 2 saisons. Il portait un chapeau melon sous un bras et un petit étui en cuir sous l'autre. Son expression était courtoise, quoique assombrie par une tension indéfinissable. « Je vous demande pardon », dit-il avec un accent raffiné mais pas aristocratique. « On m'a dit que je pourrais trouver Miss Jane Marple ici. » Miss Marple leva les yeux de son tricot et cligna des yeux. « En effet, vous l'avez fait, me... » Il hésita, juste assez longtemps pour qu'un œil observateur puisse l'apercevoir. « Ah oui, je m'appelle Richard Greenway, je suis... Eh bien, c'est plutôt gênant, mais je crois que vous connaissiez ma tante, Madame Sylvia Greenslade. Elle vivait à St. Mary Mead il y a quelques années. » Les mains de Miss Marple s'immobilisèrent. « Ah oui, chère Sylvia, je me souviens bien d'elle. Elle a fait une bagatelle assez mémorable et aimait un peu trop les puzzles de mots, si... Je me souviens bien. Quel dommage, je n'avais pas entendu dire qu'elle avait réussi. Ce n'est pas le cas. Pas officiellement. Elle a disparu il y a presque 1 an. » Il regarda autour de lui, embarrassé à présent. « Je m'excuse pour l'intrusion, mais j'ai pensé que je pourrais peut-être vous parler en privé. » Les autres dames échangèrent des regards. Non pas de ceux qui refuseraient une demande à un homme, mais de ceux qui transformaient immédiatement sa présence en carburant pour une semaine de ragot. Madame Clement, faisant une demi-révérence de confusion, dit « Bien sûr, bien sûr. Devons-nous débarrasser le thé, Miss Marple ?»« Pas besoin de se précipiter, » dit doucement Miss Marple. « Mais peut-être pourrions-nous entrer dans le salon, Monsieur Greenway ?» À l'intérieur, avec la porte du jardin entr'ouverte pour laisser entrer la brise, l'homme prit la chaise offerte. Miss Marple, toujours discrète, préparait le thé comme si elle avait tout le temps du monde. « Je réalise que cela doit paraître étrange, » commença-t-il une fois qu'elle eut servi. « Mais la disparition de ma tante ne m'a jamais plu. Elle était le genre de femme qui appelait la poste si ses lettres arrivaient avec 5 minutes de retard. Qu'elle disparaisse, il suffit de quitter son chalet un matin et de ne jamais revenir, ce n'est pas son genre. Et la police était... Eh bien, ils ont supposé qu'elle s'était éloignée ou avait subi une rupture mentale. Elle n'a jamais été du genre à errer, dit pensivement Miss Marple en remuant sa propre tasse. Et certainement jamais du genre à s'égarer. Non, acquiesça-t-il en se penchant légèrement en avant. Avant de disparaître, elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle venait me voir à Londres et qu'elle apportait quelque chose d'important. Elle a mentionné avoir découvert quelque chose, curieuse, était le mot qu'elle a utilisé. Mais elle n'est jamais arrivée. C'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Miss Marple resta assise en silence pendant un moment, ses doigts légèrement enroulés autour du manche de sa tasse. Puis elle dit « Et pourquoi maintenant, Monsieur Greenway? Qu'est-ce qui vous amène à Little Darning cette semaine parmi toutes les semaines ?» Il déglutit. « Hier, j'ai reçu une lettre. Elle était adressée de sa main, datée d'il y a à peine 4 jours. » Les yeux de Miss Marple ne s'écarquillèrent pas.
mais quelque chose de vif brillait en eux. Et que dit cette lettre? Il hésita. Seulement ceci. Petit Darning. T. Jeudi. Jane Marple comprendra. C'est pourquoi je suis venu. Le silence qui suivit fut aussi net et précis qu'une dentelle. Miss Marple se leva et se dirigea vers le buffet où reposait son sac à main. Elle en retira une petite paire de lunettes et les glissa sur son nez. Puis elle se tourna et dit très doucement « Et dites-moi, Monsieur Greenway, pourquoi pensez-vous que votre tante a jamais été à Little Darning ?» Il cligna des yeux. « Je ne sais pas. Je ne savais même pas que cet endroit existait jusqu'à hier. » Miss Marple, avec un signe de tête, tourna son regard vers la fenêtre ouverte où le jardin au-delà semblait inchangé. Mais à son avis, les choses étaient déjà en train de changer. Il y avait une lettre des morts. Un invité attendu, ou peut-être pas attendu, qui arrive avec un secret. Et sous le calme du village, une vague s'était produite. C'était faible, mais indubitable. À ce moment-là, un cri perçant brisa l'air extérieur. Miss Marple, sans aucune expression, de choc seulement un air sombre et discret, se leva et se dirigea vers la porte. « Je pense, Monsieur Greenway, dit-elle, que le mystère de votre tante est peut-être bien plus grand que vous ne l'imaginiez. » Et c'est ainsi que tout a commencé, sous les roses, derrière les tasses de thé et dans le calme ombragé d'un jardin anglais, quelque chose de méchant avait remué. Le cri était venu de la direction de l'allée derrière le presbytère, aigu, indéniablement féminin, et interrompu avec une sorte de finalité surprise qui rendait le silence qui suivit peu naturel. Miss Marple bougea rapidement pour une femme de son âge. Elle sortit dans le jardin où se tenait déjà la femme du vicaire, une main sur la poitrine et l'autre tenant toujours une serviette. Les autres dames s'étaient levées de leurs chaises, la bouche légèrement ouverte, regardant vers la haie comme si elles s'attendaient à moitié à ce qu'elle s'écarte et révèle quelque chose d'indicible. « Judith, » dit calmement Miss Marple, « cela vous dérangerait-il d'appeler le gendarme? Je pense que nous aurons besoin de lui. » Madame Clement hocha la tête, sa voix étant à peine un murmure. « Bien sûr, tout de suite. » Elle se tourna et se précipita vers la maison. Richard Greenway apparut derrière Miss Marple, l'air perturbé. « Dois-je venir avec toi ?» Miss Marple lui lança un bref regard pour évaluer. « Vous pouvez venir si vous le souhaitez. Mais je dois vous prévenir, Monsieur Greenway, les villages sont souvent plus jolis de l'extérieur. De près, ils peuvent être plutôt enchevêtrés. » Ils passèrent par le portail arrière du jardin du presbytère qui menait à une ruelle étroite bordée de haies et de vieux murs de pierre. Un peu plus haut, près du montant menant au vieux verger, se tenait Madame Ada Fanshawe, aux cheveux gris, tremblante et visiblement désemparée. Une main gantée agrippait le tissu de son chemisier, tandis que l'autre désignait quelque chose juste hors de vue derrière la haie. « Je ne voulais pas le voir, » balbutia-t-elle. « Je cherchais seulement mon chat. » Un vilain truc se glisse, c'est à travers la clôture du verger. Et puis, oh, Miss Marple posa une main rassurante sur le bras d'Ada et la guida doucement sur le côté. Derrière la haie s'étendait un fossé peu profond, bordé d'orties et de renoncules. Là, à moitié affalé sur le sol moussu, gisait le corps sans vie d'un homme. Il avait peut-être la trentaine, élégamment vêtu d'une veste en tweed gris et d'un pantalon sombre. Sa tête était maladroitement tournée d'un côté, son visage pâle, ses lèvres entr'ouvertes comme au milieu d'une phrase. Il manquait une chaussure. Sur la poitrine de sa chemise, une tache menaçante s'étendait vers l'extérieur comme une fleur sombre. Du sang, sans aucun doute. Et M. Greenway fit un pas en arrière involontaire. Miss Marple n'a pas crié ni parlé. Elle se contenta de regarder. La main de l'homme enroulée sur une touffe d'herbe, la manche déchirée près du coude, la terre éraflée près de ses pieds. Ses yeux scrutaient tranquillement, capturant des choses que d'autres ne remarqueraient pas. Une montre de poche cassée près de la haie, arrêtée à 4h17. Une seule empreinte boueuse,
trop petite pour appartenir aux morts, et à quelques mètres de là, quelque chose qui brille, à moitié enfoui dans la terre, un bouton de manchette en forme de petite boussole. Le bruissement de pas précipités annonça l'arrivée du gendarme Peter Hawthorne. Jeune, grand et plein d'autorité, il arriva sur les lieux quelques instants plus tard, le souffle court et le bâton prêt. « Reculez, s'il vous plaît. Personne ne touche à rien, » ordonna-t-il en observant la scène. Miss Marple lui fit un signe de tête poli. « Peter, mon cher, comme tu es venu si vite, j'ai bien peur que tu doives faire venir l'inspecteur Crail. » Il se redressa en gonflant sa poitrine. « Oui, Miss Marple, je pense que je le ferai. Est-ce que nous... savons-nous qui c'est ?» Miss Marple jeta un coup d'œil vers M. Greenway, qui semblait profondément mal à l'aise. « Je ne le reconnais pas, » murmura Greenway, puis il ajouta, « mais il me semble familier d'une manière ou d'une autre. Peut-être de la gare ?» Miss Marple y réfléchit. « Peut-être, » dit-elle doucement. Il fallut près d'1 heure avant que l'inspecteur Crail n'arrive du marché Chadbury. Homme trapu et lent, amoureux du tabac et de la bureaucratie, il prenait les déclarations de manière lourde et écartait la plupart des spéculations jusqu'à l'arrivée du coroner. Miss Marple, quant à elle, a pris congé peu de temps après. Cada Fancho ait été reconduite à la maison avec un cognac fort et un châle tricoté. Elle ne proposa pas plus d'observations que nécessaire, mais son esprit fonctionnait tranquillement alors qu'elle traversait le village à pied. Dancy, son cottage d'Old Bell Lane, la bouilloire était allumée avec la précision habituelle. Elle s'assit près du feu, un petit cahier sur les genoux, non pas pour écrire mais pour réfléchir. Elle a toujours trouvé que le fait de se préparer à écrire l'aidait à trier ses pensées. Les événements de l'après-midi étaient troublants, non pas à cause du meurtre lui-même, mais à cause de la façon dont il s'est déroulé. L'arrivée soudaine de Richard Greenway, une lettre qui aurait été écrite par une femme disparue depuis près d'1 an, et maintenant un homme mort apparaît littéralement derrière la haie du presbytère. Ce curieux timing la dérangeait. La lettre arrivée il y a seulement quelques jours, désignant Greenway vers le village le jour même du meurtre. Cela semblait vraiment trop chouette. Elle se souvenait de la montre de poche arrêtée, 4h17, probablement l'heure du décès, ce qui signifiait que l'homme était mort moins d'1 heure avant le cri, et bien après l'arrivée de Greenway. Était-ce une coïncidence, un cruel coup du sort, ou quelque chose de plus délibéré? Et l'homme lui-même, une veste en tweed bien entretenue, aucune pièce d'identité trouvée, comme Crail l'avait signalé, mais aucun signe de vol. Non plus. Rien de pris, mais quelque chose laissé derrière. Le bouton de manchette boussole, pas courant, pas local. Ses pensées revinrent à Sylvia Greenslade, la tante disparue. Miss Marple ne la connaissait pas intimement, mais s'en souvenait très bien. Une veuve à la langue acérée, passionnée de bridge, toujours impeccablement habillée, et bien trop observatrice. Le genre de femme qui remarquait si votre papier peint changeait ou si une photo bougeait d'1 centimètre. Cela rendait sa disparition encore plus étrange. Les gens comme Sylvia ne disparaissent pas sans laisser de traces, et puis la lettre Miss Marple n'avait vu que l'enveloppe de Greenway, pas la lettre elle-même. Et l'écriture, comment peut-on être sûr de son authenticité? Les gens se souvenaient souvent de l'écriture manuscrite avec plus de tendresse que de précision. Et s'il avait été falsifié? Le lendemain matin apporta bien plus que de la rosée et des chants d'oiseaux. Le village tout entier bourdonnait de la nouvelle du meurtre. Les salons de thé Blackbird étaient remplis avant 9 heures. Les brouillons de sermon du dimanche du révérend Clément ont été mis de côté au profit de l'appel téléphonique à d'autres vicaires pour avoir des nouvelles. Et devant Pierce's Grocers, 4 théories distinctes ont fleuri sur l'identité de cet homme et les raisons de sa mort. Probablement un voleur londonien, marmonna le vieux monsieur Dobby en rangeant des boîtes de sardines. J'ai récupéré de l'argent dans le presbytère. Ou une liaison, dit sèchement. Cadam Hill en posant son panier. Vous notez mes mots, quelqu'un du coin. C'est toujours quelqu'un du coin.
C'est ce nouveau venu, n'est-ce pas? L'homme qui a demandé Miss Marple. Je l'ai vu passer la porte hier. On dirait un homme avec des secrets. Miss Marple les passa inaperçus, sa liste de courses soigneusement pliée dans sa main gantée. Elle a acheté un petit paquet de groseilles, un morceau de fromage et une bobine de fil à broder de remplacement. Puis, en rentrant chez elle, elle a pris un autre chemin. Elle a dépassé le bureau de poste. À l'intérieur, la vendeuse, Miss Brathwaite, leva les yeux d'une pile d'élastiques. « Bonjour, Miss Marple, terrible affaire, n'est-ce pas ?»« Tout à fait, » dit Miss Marple avec un doux sourire. « Dites-moi, chérie, y a-t-il eu des messages inhabituels cette semaine? Peut-être venant de l'étranger ?» Miss Brathwaite cligna des yeux. « À l'étranger? Eh bien, maintenant que vous en parlez, là était une lettre il y a 2 jours. Affranchissement très bizarre. Italien, je pense. Arrivé sans adresse de retour. Je suis allé au presbytère. »« Au presbytère ?» répéta Miss Marple. « Oh oui, » dit Miss Brathwaite, « mais pas au révérend. À quelqu'un appelé Sylvia Greenway. Je m'en souviens parce que cela m'a semblé étrange. J'ai pensé que cela pourrait être une erreur. » Miss Marple la remercia gentiment et sortit une fois de plus, les yeux se plissant légèrement à cause de la lumière du matin. Un mort sans nom. Une lettre d'une femme que l'on croyait disparue. Et maintenant une autre lettre, envoyée il y a quelques jours, adressée à la même femme disparue, mais envoyée ici, dans le village où elle n'avait jamais vécu. Ce qui avait commencé avec la visite discrète de M. Greenway n'était pas une coïncidence. C'était une invitation à regarder plus profondément. Vers midi, l'inspecteur Crail avait convoqué M. Richard Greenway au petit bureau annexe adjacent au poste de police de Little Darning, un bâtiment dont l'apparence modeste démentait les spéculations considérables qu'il abritait désormais. L'inspecteur s'y était temporairement installé à la suite des événements survenus dans le verger, et les villageois, tout en faisant semblant de vaquer à leurs occupations quotidiennes, programmaient désormais leurs courses pour passer à proximité, espérant avoir un aperçu ou un fragment de détail entendu. Greenway, pâle et visiblement fatigué, avait peu dormi. Miss Marple lui avait suggéré de prendre une chambre chez Madame Drummond, et bien que la propriétaire ait fait de son mieux pour le mettre à l'aise avec un dîner chaud et des couvertures supplémentaires, son esprit était trop perturbé pour se reposer. Il avait, comme il l'avait admis à Crail, passé la majeure partie de la nuit à regarder le plafond et à essayer de donner un sens à une douzaine de morceaux brisés qui refusaient de former un tout. L'inspecteur Crail était assis derrière le bureau, un bloc de notes devant lui, ses doigts charnus tambourinant légèrement. « Reprenons cela, » dit-il, non pas méchamment, mais avec la lassitude d'un homme qui n'aime pas le désordre. « Vous avez reçu une lettre. Vous prétendez qu'elle était écrite de la main de votre tante Sylvia. Elle vous demandait de rencontrer quelqu'un à Little Darning. » Greenway hocha la tête en se frottant la tempe. « Oui, juste une seule ligne. Little Darning T, jeudi, Jane Marple comprendra. » Pas de signature, mais l'enveloppe portait mon nom dans la même main qu'elle utilisait toujours. Crail haussa un sourcil. « Et tu es certain que c'est le sien? Ce n'est pas dactylographié ou... » Non, c'était écrit à la main. Elle avait une boucle distinctive sur ses L et une inclinaison particulière. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que c'était le sien. Crail nota quelque chose, puis leva les yeux. « Et vous n'avez aucun lien avec ce village autrement? »« Jamais. Visité? Pas d'autres parents ou connaissances ici? »« Aucun, » a déclaré Greenway. « Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 2 jours. »« Curieux, » murmura Crail. « Parce que le corps que nous avons trouvé, l'homme dans le fossé, a été vu arrivant à la gare plus tôt dans la journée. Selon le portier, il a demandé son chemin vers le chalet de Miss Marple. » Greenway cligna des yeux. « Mais pourquoi? » « C'est la question, monsieur Greenway. Pourquoi, en effet? » Pendant ce temps, Miss Marple, assise dans son salon sous une copie de l'Éveil de l'âme, était plongée dans ses propres recherches. Elle avait déjà envoyé une courte note via le jeune Timothy,
le livreur de journaux, au docteur Graham, lui demandant un mot. Le bon docteur, habitué à son implication discrète dans les affaires locales, avait accepté de passer chez nous en début d'après-midi. Le docteur Graham était un homme soigné et solennel, doté d'une mémoire encyclopédique des mots locaux et des scandales. Lorsqu'il est arrivé à 2h15, on lui a offert du thé, il a refusé le gâteau et s'est installé dans ce qu'il soupçonnait clairement être plus qu'une conversation informelle. « J'espérais, » commença doucement Miss Marple. « Vous vous souviendrez peut-être de quelque chose à propos de Sylvia Greenslade. Je suppose qu'elle ne vous a jamais contacté. » Avant de disparaître, le docteur Graham se frotta le menton. « Je ne peux pas dire qu'elle l'a fait, mais je me souviens d'elle. Forte constitution, yeux comme un faucon. M'a rendu visite 1 ou 2 fois à St. Mary Mead, rien de grave. Pourquoi, demandez-vous? » Miss Marple pencha la tête. « Parce que quelqu'un prétend qu'elle est encore en vie. Des lettres sont envoyées, en son nom, et l'une de ces lettres convoque son neveu dans ce village, le jour même où un homme est assassiné. C'est sûrement une coïncidence. » Le médecin avait l'air pensif. « Pensez-vous qu'elle est vivante ?» Miss Marple n'a pas répondu. Directement. Au lieu de cela, elle a murmuré. Si elle était en vie, elle se serait fait connaître auprès des autorités après tout ce temps, à moins qu'elle ne soit en danger, ou à moins que elle ne souhaite pas être retrouvée. Le silence qui suivit resta ininterrompu pendant un moment. Puis le docteur Graham se pencha en avant. « Miss Marple, le corps, l'ont-ils identifié? » « Pas encore, mais je soupçonne que cela se résumera à une trace plus subtile que des empreintes digitales ou des photographies. » Elle tendit la main vers son panier à tricot et en sortit le bouton de manchette qu'elle avait discrètement récupéré près du verger. Une petite boussole sertie de laiton partiellement terni. Elle le posa sur la table entre eux. « Intéressant, » murmura Graham en le soulevant. « Militaire ou nautique? J'espérais que quelqu'un pourrait le reconnaître. Vous assistez au déjeuner des anciens combattants, je crois. » Il hocha lentement la tête. « Oui, oui, je le fais. Vous pensez qu'il pourrait être un ancien militaire? Je pense, » a déclaré Miss Marple, « que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que cet homme meurt là où il est mort, hors de vue, derrière la haie du presbytère, mais pas trop loin du sentier habituel de Miss Ada Fanshawe. Cela suggère qu'il était censé être découvert, mais pas immédiatement. » Le front du docteur se plissa. C'est assez spécifique. Oui, trop précis pour le hasard. Ailleurs, dans le village, un nouveau fil se formait. Le jeune Timothy, maintenant, fier de sa course pour Miss Marple, avait évoqué sa curiosité pour la lettre étrangère au bureau de poste. Miss Brathwaite, déterminée à ne pas se laisser distancer dans une affaire aussi passionnante, avait pris sur elle de revérifier son registre des livraisons internationales. Elle découvre quelque chose de curieux. 2 semaines auparavant, un colis recommandé avait été envoyé de Naples à une Miss S.G. à une adresse de réexpédition locale. L'adresse utilisée était celle de l'atelier de réparation de vélos de feu M. Hartley, maintenant vacant. Ce soir-là, elle apporta elle-même cette découverte au cottage de Miss Marple, les joues roses sous le frisson de la pertinence. « Je n'en ai pas parlé avant parce que cela ne semblait pas pertinent, voyez-vous, » dit-elle rapidement. « Mais c'était bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi envoyer quoi que ce soit à une adresse que personne n'utilise ?» Miss Marple plia doucement la page que Miss Brathwaite avait apportée. « Assez étrange, » murmura-t-elle. « Et dites-moi, a-t-il été collecté ?» La jeune femme cligna des yeux. « Je ne sais pas. Je parierais que c'était le cas. Tranquillement par quelqu'un que personne n'a interrogé. Peut-être quelqu'un déjà connu dans le village. C'est une astuce astucieuse. Envoyer un colis dans un endroit qui semble inhabité, puis le récupérer avant que quiconque ne le remarque. Alors que le soleil baissait sous les haies et que l'air devenait plus frais, Miss Marple resta longtemps assise près du feu, les roues de la mémoire et de la déduction tournant avec une efficacité silencieuse. Elle ne pensait pas seulement
à Sylvia et à sa mystérieuse réapparition sur papier, mais aussi à l'homme retrouvé mort, sa montre arrêtée à 4h17, le bouton de manchette enfoui dans le sol, et son étrange question à la gare: « Où est la maison de Miss Marple ?» C'était d'une certaine manière flatteur, mais aussi effrayant. Quelqu'un avait attiré un homme vers sa mort dans ce même village, et quelqu'un avait invoqué Sylvia Greenslade pour attirer son neveu au même endroit. Cela signifiait que quelqu'un savait comment utiliser des noms comme des pièces d'échecs, et espérait que le jeu passerait inaperçu. Mais Miss Marple avait vu suffisamment de parties d'échecs pour savoir quand une dame était en train d'être manipulée. Le lendemain matin apporterait des réponses, ou, comme elle le soupçonnait, d'autres complications. Le lendemain s'est levé dans un calme agité. C'était le genre de matin où le village semblait retenir son souffle, où les chiens aboyaient moins, où les volets s'ouvraient plus lentement et où tout le monde, même le laitier, marchait d'un pas plus calme. Car dans Little Darning, les nouvelles ne se contentaient pas de voyager. Cela a persisté, et la découverte d'un homme mort derrière la haie du presbytère avait mis les nerfs collectifs du village à rude épreuve, enroulant toutes les conversations vaines autour de la suspicion. Dans la maison d'hébergement de Madame Drummond, Richard Greenway était assis à la table du petit déjeuner, sa tasse de thé intacte et l'œuf refroidi dans son assiette. Il avait à peine dormi. Son esprit tournait autour des mêmes questions exaspérantes, comme une pièce de monnaie qui tourne sans fin, sans tomber. La lettre venait-elle vraiment de sa tante? Qui était l'homme dans le verger? Et qu'est-ce que tout cela avait à voir avec Miss Marple? De l'autre côté de la table, Madame Drummond le regardait discrètement pendant son tricot, feignant d'être intéressée par le point tombé qu'elle n'avait pas l'intention de réparer. « Vous avez l'air pâle ce matin, Monsieur Greenway, » dit-elle, après un silence devenu inconfortable. « J'espère que ce n'est pas l'air de notre village qui est en désaccord avec vous. »« Non, » dit-il rapidement, « ce n'est pas l'air. » Madame Drummond hésita, puis se pencha en avant avec l'air de quelqu'un partageant quelque chose simplement parce que c'était utile, pas du tout parce qu'elle avait hâte de parler. « Ils disent que l'homme qu'ils ont trouvé n'avait rien dans ses poches. Pas de portefeuille, pas de papier. Mais il avait un billet aller-retour pour Market Chadbury. C'est inhabituel, vous ne trouvez pas? » Greenway leva les yeux en fronçant les sourcils. « Un billet aller-retour ?» Elle hocha la tête. « Mon cousin travaille à la billetterie. Il me l'a dit hier soir. Cela veut dire que quelqu'un s'attendait à partir, n'est-ce pas? Mais il ne l'a jamais fait. Pas par ses propres moyens. » Greenway posa sa tasse avec un léger tintement. « Est-ce que quelqu'un a dit d'où il venait ?» Madame Drummond secoua la tête, mais son expression était devenue spéculative. « Non, mais ils ont dit que ces bottes étaient de fabrication italienne. » Cette remarque est restée dans l'air longtemps après le départ de Greenway pour sa promenade. Bottes italiennes. Un colis de Naples. Une lettre de la main de sa tante, oblitérée il y a 4 jours. Le nom de Sylvia Greenslade fait surface dans un endroit où elle n'avait aucun lien. Et maintenant, un homme sans identité, ou plutôt avec juste assez d'identité pour suggérer qu'il avait l'intention de revenir. Il se dirigea vers la place du village, passant devant la boucherie et les marchands de drapiers, où les bavardages se calmèrent légèrement à son approche. Ce n'était pas de la méchanceté, pas exactement, mais Little Darning n'avait jamais aimé l'incertitude, et il transportait avec lui comme une ombre trop de questions sans réponse. Il était à mi-chemin du green lorsqu'une voix douce l'arrêta. « Monsieur Greenway !» Miss Marple, debout juste à l'extérieur du cimetière, tenait un petit cahier sous le bras. Elle portait un cardigan bleu pâle et ses chaussures de marche, et son expression était celle de quelqu'un qui observait le monde avec assez d'attention depuis un certain temps. « Voudriez-vous me rejoindre ?» demanda-t-elle aimablement. « Il est un peu tôt pour une 2e tasse de thé, mais je trouve que le matin est souvent le meilleur moment pour se souvenir. » Greenway hocha la tête, reconnaissant, et lui emboîta le pas alors qu'elle le guidait vers un banc en bois juste à l'abri du vent. « J'ai réfléchi, » dit-elle une fois qu'ils furent assis, « à propos des noms. En fait,
Ils ressemblent un peu à des clés. Parfois, ils ouvrent des portes auxquelles on ne s'attendait pas. Il la regarda perplexe. « Vous voyez, continua-t-elle, vous avez mentionné votre tante, Sylvia Greenslade, une veuve si je me souviens bien, et une femme assez particulière. Du genre à ne rien égarer, mais elle a disparu, sans mots, sans sac, sans adieu. Sauf que, semble-t-il, elle n'a pas complètement disparu, parce que quelqu'un utilise encore son nom. » Greenway hocha lentement la tête. « Oui, mais qui? Et pourquoi? C'est ça le problème, monsieur Greenway. Je crois que votre tante a peut-être découvert quelque chose avant de disparaître. Quelque chose que quelqu'un ne voulait pas qu'elle partage. » Elle se tourna légèrement, son regard suivant un groupe d'écoliers au loin. Elle était méthodique, ta tante, et curieuse. Savez-vous si elle avait des connaissances à Naples? Greenway fronça les sourcils. Pas à ma connaissance, même si elle a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. A-t-elle déjà parlé d'un homme appelé Alonzo Ferry? Il cligna des yeux. Non, qui est-ce? Un homme qui travaillait autrefois comme coursier pour un antiquaire privé à Naples, dit doucement Miss Marple. Je pense qu'il s'agit peut-être de l'homme trouvé dans le verger. La voix verte se raidit. Mais comment le sais-tu? Miss Marple croisa les mains. Ce n'est pas confirmé, bien sûr. Mais j'ai écrit à un de mes anciens étudiants qui travaille maintenant dans une ambassade. Le bouton de manchette de la boussole, celui qui a manqué à l'inspecteur, était sur mesure, fabriqué pour un petit club de collectionneurs maritimes. Le nom de M. Ferry figurait sur la liste des membres, et il a utilisé une fois une adresse liée à un colis qui a été livré ici sous les initiales SG. Greenway poussa un soupir. « Alors, tu penses que Ferry a envoyé quelque chose à ma tante ou qu'elle l'a contacté? » Peut-être les deux, dit-elle, mais il est plus probable que quelqu'un ait intercepté leur communication. Et quand Ferry est venu ici, peut-être pour récupérer quelque chose ou le livrer, cela lui a coûté la vie. Les mots flottaient entre eux, durs et troublants. « Mais, alors, dit lentement Greenway, pourquoi amenez-moi ici? Pourquoi cette lettre? »« C'est ça, dit Miss Marple. C'est la partie sur laquelle je me demandais. Vous voyez, quand quelqu'un remue la surface d'un étang, ce n'est pas toujours pour attraper un poisson. Parfois, c'est pour voir qui vient regarder. » Greenway se tourna brusquement vers elle. « Tu veux dire j'étais un appât ?» Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a dit « Dis-moi, quand ta tante a mentionné qu'elle t'avait apporté quelque chose d'important à Londres, a-t-elle dit ce que c'était ? Non, seulement que c'était quelque chose qu'elle devait me montrer, quelque chose de curieux. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Alors je soupçonne que ce que c'était a toujours disparu, mais quelqu'un pense-toi je peux l'avoir maintenant ?» Il la regarda. « Mais je ne le fais pas. »« Ça n'a pas d'importance, dit-elle doucement. Il importe seulement qu'il pense que vous pourriez le faire. » Cet après-midi-là, la maîtresse de poste, Miss Brathwaite, revint chez Miss Marple avec une deuxième découverte, cette fois issue d'un ancien dossier de tri. Un colis adressé à S.J. au magasin de vélo avait été récupéré le jour même de l'arrivée de Ferry au village. La signature était illisible, mais l'heure, 15h45, la plaçait une demi-heure avant l'heure estimée du décès. Celui qui avait rencontré Ferry l'avait fait peu de temps après. Miss Marple a envoyé un message à l'inspecteur Crail, lui demandant d'examiner les objets récupérés sur le corps. Lorsque Crail, à contre-cœur et indulgent, lui permit de jeter un bref coup d'œil à ce qui avait été catalogué, elle ne trouva que 2 objets remarquables. Un coin déchiré d'un reçu, la moitié du nom d'un libraire dessus, et une boîte d'allumettes provenant d'un hôtel de Gênes. Alonzo Ferry était venu de Gênes, peut-être avec un objet destiné à Sylvia ou peut-être à Greenway. Il était arrivé à Little Darning avec juste le temps d'être intercepté. Et maintenant, il était mort. Miss Marple retourna le reçu déchiré entre ses mains. Quelque part, la moitié manquante de ce feuillet, comme la femme disparue derrière, la lettre contenait la forme de la vérité. Et quelqu'un dans le village savait exactement où c'était. Le lendemain matin,
Little Darning était balayé par une fine brume qui flottait au-dessus des haies et enveloppait les toits d'une gaze douce. C'était le genre de temps humide et gris qui donnait une impression de silence même là où il n'y en avait pas. Pourtant, sous ce silence, un courant de curiosité bourdonnait, sourd mais constant, comme une bouilloire juste avant de bouillir. Le village s'était réveillé avec des rumeurs concernant un nom, Alonzo Ferry. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, quelqu'un l'avait murmuré à quelqu'un d'autre au comptoir de la mercerie Hartley, et à midi, le nom avait pris le poids d'un mythe. Étranger, mystérieux, peut-être un voleur, peut-être pire. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à spéculer sans substance. Après son bref examen des biens récupérés sur le défunt, son esprit s'était accroché au bout de papier déchiré, le fragment d'un reçu portant seulement le coin supérieur d'un logo et le faible nom partiel, Breen. Il y avait dans les archives mentales vastes et soigneusement cataloguées de Miss Marple le souvenir d'un libraire spécialisé en antiquaires opérant à Market Chadbury, à proximité, un certain Monsieur Whitstable, connu pour son commerce. D'obscurs manuscrits et éphémères européens. S'il existait une boutique liée à un libraire, dont le reçu était devenu la possession d'Alonzo Ferry, ce serait probablement la sienne. Peu après midi, avec un châle de laine sur son manteau et ses solides chaussures bien lacées, Miss Marple se dirigea vers la gare. Elle préférait voyager tranquillement, sans chichi, et ne fit donc aucune annonce de son court voyage jusqu'à Market Chadbury. Elle a simplement laissé un mot à Madame Clément, s'est excusée du cercle de broderie et est montée à bord du train 1h10, inaperçue, sauf du chat du chef de gare. Le marché de Chadbury était à environ 15 minutes et considérablement plus grand que Little Darning, mais non moins imprégné de vieux bâtiments en pierre et de charme désuet. Quelques demandes discrètes et une vitrine dont on se souvenait plus tard, elle arriva à Whitstable & Sons, libraires anciens et curiosités. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement. À l'intérieur, la boutique sentait la poussière, le papier vieilli et quelque chose de légèrement minéral. Des étagères bordaient les murs jusqu'au plafond, remplis de livres dont les titres étaient devenus dorés, indéchiffrables. Un homme âgé, vêtu d'un cardigan vert, leva les yeux. De son bureau, ses lunettes baissées sur le nez. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il en regardant Miss Marple avec une douce curiosité. « Je l'espère, dit-elle agréablement. Vous êtes Monsieur Whitstable. Je suis. Je m'enquière d'un homme qui vous a peut-être récemment rendu visite. Un Italien, probablement âgé d'une trentaine d'années ou d'une quarantaine d'années. Il aurait eu un accent continental et, je suppose, un intérêt pour les objets rares. » Monsieur Whitstable fronça les sourcils, passant ses doigts sur son menton. « Cela semble familier. Oui, je crois qu'il est arrivé plus tôt cette semaine. Il a dit qu'il était de passage. Il m'a demandé si je m'occupais de papiers de provenance ou de récits de voyages médiévaux. Assez particulier. Il portait une veste sombre, je pense. » Miss Marple hocha la tête. « A-t-il acheté quelque chose ?»« Ah, maintenant que tu en parles !» Il se dirigea vers un petit tiroir derrière le bureau et en sortit un journal de bord. Après avoir feuilleté plusieurs pages, il en tapota une avec un ongle court. « Ici. Il a acheté un exemplaire de Voyage de Sir John Mandeville, édition latine d'os usés comportant un insert de carte, payé en espèces. J'ai demandé que le reçu soit manuscrit. Puis-je voir le reçu ? Whitstable a produit la copie carbone. Une copie soignée avec le nom du client soigneusement écrit, A. Ferry. Miss Marple compara l'écriture manuscrite avec le fragment déchiré qu'elle avait pris dans le dossier. De l'inspecteur Crail, les coins parfaitement alignés. « Tu te souviens s'il a dit où il allait ?» demanda-t-elle doucement. « Pas précisément, » a déclaré Whitstable. Mais il a demandé s'il existait un endroit fiable d'où envoyer des colis, quelque part discret. J'ai mentionné qu'il existait un service de réexpédition utilisé par les antiquaires opérant dans des villages comme Little Darning. Il semblait très intéressé.
Miss Marple le remercia et recula dans l'air brumeux, ses pensées aussi précises que le tic-tac d'un métronome. Alonzo Ferry était venu en Angleterre avec quelque chose d'assez petit pour se cacher dans un livre. Peut-être à l'intérieur la carte s'insère d'elle-même. Un objet rare ou incriminant. Il avait recherché Sylvia Greenslade, ou quelqu'un utilisant son nom, et avait l'intention de livrer cet article discrètement via l'adresse de l'ancien magasin de vélo à Little Darning. Mais quelqu'un d'autre avait intercepté le plan, et lui aussi. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers le bouton de manchette de la boussole, la liste des membres, la boîte d'allumettes d'Eugène. Il était temps de rendre visite à quelqu'un qui avait toujours aimé paraître indifférent, mais qui avait tendance à être mal informé. Monsieur Graham Toffle, l'ancien avocat devenu passionné d'antiquité qui résidait dans le cottage connu localement sous le nom de Fin de l'ombre M. Toffle était un homme routinier. Tous les mardis et vendredis après-midi, il prenait le thé dans sa véranda et lisait les temps d'un bout à l'autre. Miss Marple se présenta à sa porte à 3h10, précisément au moment où la deuxième tasse devait être servie. Il l'accueillit avec un grand geste et la moindre odeur de fumée de pipe. « Ah, Miss Marple, je pensais justement à vous, comme vous avez été intelligente de trouver le testament de la vieille Madame Timms dans cette boîte à biscuits. Asseyez-vous. » Elle sourit, accepta le thé et attendit que la conversation ait mûri. « Monsieur Toffle, commença-t-elle délicatement, je me demande si vous avez déjà eu affaire à un collectionneur italien du nom d'Alonzo Ferry. » Les sourcils de Toffle se haussèrent, légèrement. « Ferry ? Ce nom me dit quelque chose. Il y a quelques années, je crois, par l'intermédiaire du Cercle des collectionneurs maritimes. Il a écrit à propos d'un fragment d'une charte vénitienne du XIVe siècle qu'il avait acquis, sorti clandestinement d'archives privées, je pense. Mais personne ne l'a jamais vu. » Miss Marple sirota son thé. « Un tel document aurait-il de la valeur ?» Toffle rit sèchement. « Au bon acheteur, formidable, surtout si cela prouvait ce que beaucoup soupçonnaient, que les routes commerciales vers certains ports de l'Est avaient été ouvertes des décennies plus tôt que ne l'admettent les histoires officielles. Cela ébourifferait pas mal de plumes universitaires. Est-ce que quelqu'un tuerait pour ça? Il est devenu plus sobre. Pas dans l'abstrait. Mais si un homme pensait que cela valait une fortune, et que quelqu'un d'autre pensait que cela prouvait un crime ou une fraude des années passées, oui, dans les bons cercles, ce genre de parchemin est plus dangereux que n'importe quel pistolet. Elle partit peu de temps après, son esprit ne doutant plus des grandes lignes de ce qui s'était passé. Ferry n'était pas venu pour Sylvia Greenslade, mais probablement pour son neveu, ou pour utiliser le nom de sa tante comme leur. Il transportait quelque chose de caché, probablement dans le livre qu'il avait acheté. Quelqu'un l'avait appris et craignait d'être découvert. Et maintenant, l'artefact, quel qu'il soit, avait disparu. De retour à Little Darning, Miss Marple se tenait devant sa porte tandis que les cloches de l'église sonnaient 5 heures. Une brume s'accrochait à nouveau aux haies, et, au bout de l'allée, elle repéra une silhouette, grande, tendue et légèrement penchée en avant, qui s'attardait au tournant près du verger. Regardez. Elle n'a rien dit. Mais dans son cœur, elle le savait, le responsable n'avait pas encore fini. Miss Marple avait compris depuis longtemps que les moments les plus calmes cachaient souvent les vérités les plus bruyantes. Alors que la brume s'épaississait sur Little Darning ce soir-là et que la silhouette disparaissait au-delà de l'allée du verger, elle ne poursuivit pas. Elle remarqua simplement l'inclinaison des épaules, l'hésitation dans la démarche, la sensation de quelqu'un qui ne souhaite pas être vu, mais ne peut s'empêcher de regarder. Ce n'était pas M. Greenway, elle en était certaine. La silhouette était plus large, plus droite, et se déplaçait avec une délibération anxieuse qui parlait d'une expérience dans la garde de secret. Au lieu de se précipiter à l'intérieur, elle resta un moment près du portail, semblant s'affairer avec le loquet. Mais en réalité, elle surveillait la voie.
Et même si la brume avait fini par engloutir le monde au-delà de la haie, elle avait déjà retourné l'observation dans son esprit, l'inscrivant soigneusement dans la mosaïque qui avait commencé à prendre forme depuis le cri de l'après-midi près du verger. De retour dans son cottage, elle rédigea une brève note à l'intention de l'inspecteur Crail. Une demande anodine d'une liste des cachets postaux étrangers récents reçus au bureau de poste de Little Darning, ainsi qu'une demande formelle d'accès aux heures d'arrivée des trains à Market Chadbury le jour du meurtre. Elle s'est assurée que c'était formulé avec sa douce diplomatie habituelle. Crail, aussi méfiant qu'il puisse être à l'égard de son ingérence discrète, lui refusait rarement ce qu'elle demandait. Il savait par expérience que Miss Marple avait une façon étrange de suivre des fils de discussion que d'autres n'avaient même pas remarqué. Alors qu'elle se préparait à se coucher, ses pensées tournaient non seulement autour de la carte manquante de voyage de Sir John Mandeville, mais autre chose, quelque chose de plus subtil et de plus psychologique. Si Alonzo Ferry avait caché un document dans ce livre et que quelqu'un du village l'avait intercepté, il n'oserait pas le détruire purement et simplement. Pas encore. Ce genre de document avait de la valeur, mais cela avait aussi apporté la mort, ce qui signifiait que cela avait apporté la peur, et la peur poussait les gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Le lendemain matin, la lumière s'est levée, un changement surprenant par rapport au jour de brouillard précédent. Mais la lumière n'a pas dissipé l'ambiance du village. Le gendarme avait fait des visites à domicile, silencieuses, pour poser des questions de routine. Si quelqu'un avait vu un étranger, si quelqu'un avait reçu récemment des lettres ou des colis. Il s'agissait d'un acte de procédure, mais les questions coupées laissaient entendre qu'il manquait encore aux autorités un motif, un suspect, et surtout une raison pour expliquer pourquoi Little Darning était devenu le centre d'un mystère, aux connotations européennes. L'opportunité pour Miss Marple s'est présentée lorsque M. Graham Toffler l'a invitée, de manière inattendue, à une conversation de suivi. La demande provenait d'une note soigneusement écrite laissée devant sa porte, remise par un garçon du village, qui ne se souvenait pas si M. Toffler se tenait à l'intérieur du portail ou derrière la haie. La note elle-même était courte et de la main précise de M. Toffler. « Mademoiselle Marple, une question qui, à mon avis, pourrait être pertinente à votre enquête. J'apprécierais votre point de vue. Thé à 4 heures. G. Toffler. Le même après-midi, elle se rendit à Fin de l'Ombre M. Maison solitaire de Toffler légèrement, à l'écart du village principal, perché derrière une haie d'ifs et face à la lande. Le salon avait légèrement changé depuis sa dernière visite. Les rideaux furent resserrés. Un épais dossier reposait sur le bureau et plusieurs livres, aucun épousseté, étaient empilés sur l'âtre d'une manière qui suggérait un mouvement récent. M. Toffler lui-même avait l'air plus distrait que d'habitude. Il la salua d'un signe de tête et d'une poignée de main persistante, comme s'il mesurait sa réponse. « J'ai eu un visiteur, » dit-il, une fois qu'ils furent installés avec leur thé. « Oh » dit Miss Marple d'un ton léger. « Comme c'est intéressant, du village? Non. Il a remué son thé une fois, précisément. D'origine italienne, mais maintenant basé à Londres. Un monsieur Sandor prétend représenter un collectionneur privé. Il a entendu, comment je ne peux pas imaginer, que j'avais autrefois eu affaire à monsieur Ferry. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple, qu'elle avait apportées avec elle par souci d'apparence, s'arrêtèrent brièvement. « Et que voulait ce monsieur Sandor pour savoir si Ferry m'avait transmis quelque chose? Des documents. Des lettres ou... » Les yeux de Toffler rencontrèrent les siens. « Un artefact. » Le ton de Miss Marple resta doux. « As-tu... » « Non. Je n'avais pas vu Ferry depuis des années, mais M. Sandor n'était pas du genre à se laisser facilement dissuader. De quel genre était-il? Toffler tapota du doigt sa tasse. Le genre qui demande. Poliment tout en donnant l'impression qu'il pourrait demander moins poliment si nécessaire. Un homme qui parle de patrimoine culturel, mais qui sent l'argent et la pression. Et a-t-il mentionné Sylvia Greenslade? Toffler fronça les sourcils.
Non, aurait-il dû? Miss Marple secoua la tête. Seulement s'il en savait plus que ce qu'il voulait dire. Il y eut un silence dans lequel tous deux semblaient parvenir à la même conclusion tacite. Le jeu s'était intensifié. Celui qui avait tué Ferry n'agissait pas seul, et le meurtre ne se limitait plus à la simple suggestion d'un scandale, villageois ou d'un passé caché. C'était quelque chose de plus grand. « Vous avez évoqué un sujet qui pourrait être pertinent ?» demanda doucement Miss Marple. Toffle se leva et se dirigea vers le bureau. D'un tiroir verrouillé, il sortit une enveloppe, fine et brune, avec un vieux cachet de cire sur le rabat, déjà brisé. Il le lui tendit. « Il est arrivé hier. Pas de note, pas d'expéditeur, juste ceci, laissé à ma porte. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un seul papier plié, jauni, mais intact. L'encre était passée, mais toujours lisible. Latin. Et sous le texte latin, une notation en marge dans une écriture beaucoup plus récente. En anglais, légèrement frénétique, la route de Mandeville confirme via Tarse, correspondant à la charte 1351. S.G. avait raison. Si ça fuit, les autres le brûleront. Miss Marple lut la ligne 2 fois, puis leva lentement les yeux. « Monsieur Toffle, je crois que cela fait partie du document pour lequel Monsieur Ferry a risqué sa vie. » Toffle hocha sombrement la tête. « Mais pourquoi? Me l'envoyer ?» Les yeux de Miss Marple étaient à lointain. « Parce que le tueur essaie peut-être de détourner les soupçons. Ou, plus probablement, parce que quelqu'un veut que cela soit à nouveau caché, discrètement, mais de façon permanente. Et ils ont supposé que vous seriez obligé. Vous êtes, après tout, un homme de discrétion. » Il ne l'a pas nié. Elle se leva et le remercia, repliant le papier dans son enveloppe. « Vous me permettrez de garder ça? »« Bien sûr, pour l'instant. » Dehors, la lumière du soleil était désormais plus douce. L'horloge du village sonna 5 heures alors que Miss Marple rentrait chez elle, l'enveloppe pressée contre sa poitrine sous son manteau. Elle ne ressentit aucun triomphe, seulement le calme plus profond qui accompagnait le fait de réaliser que le puzzle était plus sombre qu'il ne le paraissait au premier abord. À son chalet, elle examina à nouveau le document sous un meilleur éclairage. La note marginale, S.G. avait raison, se distinguait non pas par son contenu mais par son admission. Sylvia Greenslade avait effectivement trouvé quelque chose d'assez puissant pour lui coûter sa liberté, ou sa vie. Et maintenant, quelqu'un tournait autour, cherchant toujours ce qui n'avait pas encore fait surface. Miss Marple alluma une lampe et se prépara un modeste souper. Il lui faudrait reparler à Richard Greenway, mais pas encore, pas avant qu'elle en soit sûre, car désormais, elle commençait à soupçonner que le meurtre d'Alonzo Ferry n'était pas le premier acte de violence dans cette affaire, ce n'était que la première découverte. Le lendemain matin, le malaise de Little Darning était passé de la curiosité à quelque chose de plus calme, de plus retenu. Les gens se rassemblaient toujours en groupe près de la vitrine de l'épicier et s'attardaient autour de leur thé dans le café, mais les voix baissaient dès qu'un étranger passait trop près. La nouveauté du meurtre s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus troublant. La conscience que les fils de ce mystère ne se démêlaient pas d'eux-mêmes, mais s'entremêlaient de plus en plus étroitement dans le tissu de la vie du village. Miss Marple, toujours discrète dans ses allées et venues, n'avait fait mention à personne du document remis anonymement à M. Toffle. Elle n'a pas non plus révélé ce que confirmait la note en marge, que Sylvia Greenslade avait probablement eu connaissance de la charte avant sa disparition et que quelqu'un avait pris grand soin de supprimer cette information. Mais, ce matin, alors qu'elle coupait soigneusement les tiges de ses dahlias, les pensées de Miss Marple revenaient sans cesse au même endroit. Maison d'érable. Elle avait changé de main à plusieurs reprises depuis que la famille Greenslade l'avait vendue, des années auparavant. Plus récemment, il avait été loué à un couple tranquille et autonome nommé les Lawton, James et Margaret. Elle ne leur avait pas prêté beaucoup d'attention, hormis leur préférence pour garder les volets fermés et aller à l'église uniquement lorsqu'il pleuvait.
Margaret Lawton, en particulier, dégageait une curieuse immobilité. Ni impolitesse, ni timidité, juste un certain retrait. Et pourtant, c'était Maple House qui avait reçu le plus récemment le colis oblitéré par la poste de Naples et adressé à Voix verte S, un pseudonyme suffisamment proche de Sylvia Greenslade pour être significatif et suffisamment proche du nom de Richard Greenway pour susciter des interrogations. En milieu de matinée, Miss Marple partit. Elle a délibérément emprunté un itinéraire à travers le village, s'arrêtant chez le boulanger pour un petit pain aux groseilles dont elle n'avait pas besoin et échangeant quelques plaisanteries avec le jeune Timothy qui avait pris l'habitude de surveiller les allées et venues de Maple House depuis le mur du cimetière. De lui, elle a appris quelque chose de légèrement intéressant. « Il n'ouvre jamais les fenêtres du haut », a déclaré Timothy en épluchant une pomme avec son canif. « Même quand il fait beau. Et il y a de la lumière là-haut la nuit. Parfois toute la nuit. » Miss Marple hocha la tête. « Très attentif à votre égard, Timothy. Ce genre de choses est souvent plus important que les gens ne le pensent. » Elle continua son chemin sur le chemin de gravier en direction de Maple House. Le jardin était bien entretenu, mais peu attrayant. Les haies étaient trop parfaitement taillées et les parterres de fleurs étaient étrangement symétriques. Une maison entretenue, non habitée. Elle sonna et attendit. Ce fut Margaret Lawton qui répondit. Ses cheveux noirs étaient tirés en un nœud sévère et son cardigan gris était boutonné jusqu'au cou. Elle regarda Miss Marple sans suspicion ni bienveillance, simplement une légère surprise. « Mademoiselle Marple, puis-je vous aider ?»« Je l'espère, » dit gentiment Miss Marple. « Je marchais et j'ai pensé que c'était une journée plutôt sympa pour les dahlias. Je me suis souvenu à quel point le vôtre était beau lors de mon passage l'été dernier. Je me demande si je pourrais les admirer à nouveau. » C'était, à tout point de vue, une demande étrange, mais Margaret Lawton n'hésita qu'une fraction de seconde avant d'acquiescer. « Oui, bien sûr, s'il te plaît. » Miss Marple entra, dans le couloir ôtant ses gants avec une lente efficacité. L'intérieur sentait le cirage et la cire de lavande. Tout brillait, tout était calme. « Je suppose que votre mari est absent. » Elle a demandé conversationnellement. Marguerite hocha la tête. Il est allé au marché Chadbury, épicerie. Miss Marple émit un vague son d'approbation. Et vous avez dû être assez surpris par toute cette affaire épouvantable. L'homme dans le verger. Pauvre Miss Ada Fanshawe, assez secouée. L'expression de Margaret vacilla à peine. Oui, un choc terrible. On reste vraiment entre nous. Je ne le connaissais pas, l'homme qui est mort. Non, bien sûr que non. Miss Marple offrit un sourire chaleureux et approbateur. Mais il y avait cette lettre, celle adressée à S. Greenway, qui est passée par la poste. Curieux, n'est-ce pas? Une erreur d'identité, peut-être. Maintenant, il y avait le moindre changement. Les muscles près de la bouche de Margaret se contractèrent. « Je suppose, » dit-elle après une pause, « il a été livré ici par erreur. »« Je me demande, » dit doucement Miss Marple, « si vous l'avez ouvert, par accident, je veux dire, ce serait tout à fait compréhensible. Je... » Margaret sembla sur le point de dire quelque chose, puis se reprit. « Non, je l'ai laissé sur la table du hall. Mon mari s'en est occupé. » Miss Marple hocha la tête, ses yeux se dirigeant vers les escaliers derrière son hôtesse. « Et vous êtes bien installée maintenant, je suppose, même si c'est étrange. À propos de la chambre haute, jamais vu de volets ouverts, même les jours les plus ensoleillés. » Le regard de Margaret Lawton devint soudain vif. « L'étage est un débarras. Nous y entrons rarement. Comme c'est censé, » dit Miss Marple avec légèreté. « Je trouve toujours les greniers tellement encombrés. On oublie ce que l'on a stocké et on répugne à jeter quoi que ce soit. » Il y eut à nouveau le silence. Mais ce n'était pas du genre pacifique. Miss Marple remercia son hôtesse, complimenta les dahlias, qui étaient, à vrai dire, trop arrosés, et prit congé avec un sourire qui ne faiblit qu'à mi-chemin. Une fois hors de vue de la maison, elle prit le chemin menant au cimetière et s'assit tranquillement sur un banc. Son esprit tournait régulièrement maintenant.
Margaret Lawton avait menti. Ce n'était pas le genre de mensonge qui venait de la culpabilité. C'était un mensonge pratiqué, brillant. Une performance répétée à de nombreuses reprises. Mais derrière ses yeux calmes et son ton formel, se cachait une femme prise dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas totalement contrôler. Et à l'étage, au volet fermé, toujours sombre, se trouvait une pièce cachée. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à son cottage et trouva un visiteur qui l'attendait. Inspecteur Crail, debout près de la grille de son jardin, avec une expression plutôt lasse et un dossier caché sous le bras. « Miss Marple, » dit-il en guise de salutation, « j'ai apporté ce que vous avez demandé, même si j'avoue que je ne vois pas vraiment l'importance des cachets postaux et des horaires de train. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle en le faisant entrer. « Je le fais. » Il remit le dossier et accepta une tasse de thé. Pendant qu'il sirotait, Miss Marple feuilletait les documents, 2 lettres étrangères récentes de Naples et de Rome, toutes 2 transmises par des adresses de réexpédition. L'horaire d'arrivée du train en provenance de Market Chadbury a confirmé qu'une seule arrivée correspondait à l'apparence de Ferry le jour de sa mort, le 15h15 de Londres, un détail que Miss Marple avait soupçonné, mais qu'elle tenait désormais en main. « Inspecteur, dit-elle après une pause, je crois qu'Alonzo Ferry a été attiré ici non pas pour rencontrer Sylvia Greenslade, mais pour lui remettre quelque chose. Et il n'a jamais soupçonné qu'il avait été induit. En erreur. » Crail fronça les sourcils. « Et à votre avis, qui l'a tué ?» Miss Marple posa sa tasse de thé. « Je crois que la réponse se trouve dans la pièce au sommet de Maple House, celle où les volets ne sont jamais ouverts. Mais nous devons procéder avec prudence. Il y a quelque chose de profondément effrayant derrière ce silence. » Crail là regarda. « Vous pensez que les Lawton sont impliqués ? Je pense que l'un d'eux pourrait être complice, mais je ne crois pas qu'aucun d'eux ait planifié un meurtre. » Crail poussa un long soupir. « Alors qu'est-ce qu'on fait ? » « Nous attendons, » dit Miss Marple en se levant lentement, « et nous regardons. Et quand le moment est venu, nous frappons à la porte. Ils espèrent que nous n'ouvrirons jamais. » Dehors, le soleil se couchait derrière le clocher, projetant de longues ombres sur la place. Le mystère se resserrait, mais les yeux de Miss Marple étaient désormais fermement fixés sur la maison, avec la pièce au volet fermé, et sur la femme qui mentait, comme si sa vie en dépendait. Parce que peut-être, c'était le cas. La nuit arrivait doucement sur Little Darning, comme toujours, se diffusant à travers la dentelle des branches d'arbres et s'installant sur les toits comme une courte pointe usée. Mais le calme qui accompagne habituellement, la tombée de la nuit était absent. Les portes se fermèrent un peu plus vite, les rideaux bougeaient plus souvent. Et même si peu de gens l'admettaient, la plupart des villageois se couchaient ce soir-là avec un verrou plus fort sur le loquet et une oreille à moitié à l'écoute de tout bruit provenant de leurs fenêtres. Dans son modeste cottage, Miss Marple était assise près du feu, son tricot intact sur ses genoux. Sur la table à côté d'elle se trouvait une fine pile de notes, les siennes, écrites avec une écriture soignée et délibérée, et l'enveloppe contenant le parchemin remis anonymement à M. Toffle. Elle avait révisé le latin 3 fois ce jour-là, recoupant quelques phrases avec sa grammaire scolaire délabrée et un vieux dictionnaire ecclésiastique. Le fragment de charte semblait confirmer ce que prétendait la note marginale. Une route commerciale préexistante antérieure aux documents historiques acceptés, une route qui passait, de manière cruciale, par Gênes, Tarse et finalement Constantinople. C'était le genre de détail qui ne signifierait pas grand-chose pour la plupart, mais pour un petit nombre de personnes influentes dans les cercles universitaires ou diplomatiques, cela pourrait signifier un scandale, des frictions politiques ou même des répercussions financières pour les collections et les musées, qui avaient amusé leur réputation sur des histoires plus commodes, mais ce qui a le plus retenu l'attention de Miss Marple, c'est le ton de la note. S.G. avait raison. Pas seulement une confirmation, mais une trace de crainte et de peur.
Sylvia Greenslade avait trouvé quelque chose, et quelqu'un avait pris grand soin de l'effacer. Maintenant, quelqu'un d'autre se cachait à la vue de tous, et si son instinct était correct, que quelqu'un était à l'intérieur. Maison d'érable. Le lendemain matin, le temps était à nouveau couvert, le soleil s'attardant derrière un voile de nuages, comme s'il hésitait à regarder ce qui allait se dérouler. L'inspecteur Crail avait accepté la proposition de Miss Marple, à contre-cœur, en se plaignant abondamment de l'entrée sans motif et du fait que les ragots du village ne constituaient pas des preuves. Mais il savait, même s'il ne l'admettrait jamais à voix haute, que les instincts de Jane Marple n'étaient presque jamais faux. Et l'incident de la lettre adressée à S. Greenway, la chambre haute au volet fermé et le caractère évasif de Madame Lawton avaient commencé à irriter sa fierté professionnelle. C'est ainsi que peu après 10 heures, l'inspecteur Crail et l'agent Hawthorne remontèrent le chemin menant à Maple House accompagnés de Miss Marple, qui restait quelques pas derrière comme un chaperon à un bal qu'elle avait vu trop de fois auparavant. Margaret Lawton a répondu à nouveau à la porte, un livre à la main et un tablier sur sa jupe. Son expression se durcit au moment où elle aperçut Crail. « Bonjour, Madame Lawton, » dit-il avec un certain poids. « J'aimerais vous poser quelques questions complémentaires. Pouvons-nous entrer ?»« Je suppose, » dit-elle après un moment en s'écartant. « Mon mari n'est pas à la maison pour le moment. »« Nous serons brefs, » dit Crail en franchissant le seuil. Ils entrèrent dans le salon, sobrement décoré et d'une propreté impeccable. Le tic-tac d'une horloge murale remplit le silence. Crail ne perdit pas de temps. Nous avons reçu des informations selon lesquelles un colis adressé à une, Sylvia Greenway, a été livré ici la semaine dernière. Les doigts de Madame Lawton agrippèrent le livre plus fort. Oui, je l'ai déjà expliqué, c'était une erreur. Peut-être, a déclaré Crail. Mais nous avons des raisons de croire que votre mari a peut-être récupéré un colis à l'adresse de réexpédition du village, un colis probablement destiné à quelqu'un d'autre. Margaret se tourna brusquement vers lui. « Je vous l'ai dit, nous ne l'avons pas ouvert. Nous l'avons laissé sur la table du hall. » Crail s'approcha. « Puis-je demander ce qui lui est arrivé ?» Il y eut une pause, juste une fraction de trop. « Je crois que mon mari l'a renvoyé. Renvoyé à l'expéditeur. Avez-vous le reçu? Non. Vous souvenez-vous de l'employé de la poste qui a aidé? Elle cligna des yeux. Je ne suis pas allé avec lui. Je ne sais pas. Miss Marple, silencieuse jusqu'à présent, parla doucement. Madame Lawton, il est très difficile de retourner un colis sans adresse de réexpédition. J'imagine que votre mari le savait. La mâchoire de Margaret se tendit. Nous ne voulions pas d'ennui, c'est tout. La voix de Crail baissa. Pouvons-nous voir la chambre à l'étage, s'il vous plaît? Le corps tout entier de Margaret Lawton. Serait dit. Ce n'est qu'un débarras, dit-elle d'une voix cassante. Alors je suis sûr que cela ne vous dérangera pas de nous le montrer. Les escaliers craquaient sous les pieds. La maison était silencieuse, à l'exception des pas. 3 bruits de pas et un battement de cœur qui semblait résonner dans les oreilles de Margaret plus fort que n'importe lequel d'entre eux. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la chambre haute, elle s'arrêta. « Il n'y a rien, » dit-elle doucement. « Rien à voir. » Crail fit un geste. « S'il te plaît. » Elle tourna la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit sur des charnières rigides. La pièce était sombre. Les volets étaient bien fermés. Un seul lampadaire projetait une faible lueur jaune sur ce qui était sans aucun doute un bureau ou une sorte d'étude. Des papiers étaient empilés sur le bureau. Une valise cabossée restait fermée dans un coin. Un lit de camp défait reposait contre le mur du fond. Il y avait des cartes sur le mur. Europe, Afrique du Nord, Méditerranée, chacune avec des épingles soigneusement placées aux intersections des routes. Et sur le bureau, sans équivoque, se trouvait un exemplaire usé de Voyage de Sir John Mandeville. Miss Marple se rapprocha. La couverture du livre était éraflée, et plusieurs pages avaient été arrachées, proprement comme avec une lame. Dans la reliure intérieure,
caché là où on ne le verrait pas sans but, se trouvait un petit étui en métal, pas plus grand qu'une boîte à cigarettes. À l'intérieur, plié comme un précieux souvenir, se trouvait un autre fragment de parchemin presque identique à celui livré à M. Toffle. Crail le ramassa avec ses doigts gantés. Eh bien maintenant, qu'est-ce que c'est? Le visage de Margaret Lawton était devenu pâle comme un fantôme. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas qu'il gardait ça ici. »« Votre mari ?» demanda Crail. Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. « Il m'a dit que l'homme de Naples ne serait dans le village qu'une journée, qu'il transmettait quelque chose, rien d'illégal, juste un objet historique. Il a juré que ce n'était pas dangereux. Mais ensuite, cet homme a été retrouvé mort. Et moi, James n'a pas voulu me dire ce qui s'était réellement passé. » Miss Marple s'avança d'une voix douce. « Madame Lawton, votre mari était-il ici l'après-midi où le corps a été découvert ?» Marguerite ferma les yeux. « Oui, il a dit qu'il était allé se promener, mais quand il est revenu, il était secoué. Il s'est enfermé dans cette pièce pendant des heures. » A-t-il prononcé le nom de Ferry? Non, mais il attendait quelqu'un, et il a dit que si quelqu'un le demandait, je devais dire que nous n'avions pas reçu le colis. Crail échangea un regard avec Miss Marple. « Où est-il maintenant ?» Il a demandé. « Il est parti pour Market Chadbury, tôt ce matin, » dit Margaret. « Mais il n'est pas revenu. » Le regard de Miss Marple tomba à nouveau sur les cartes, les épingles et la petite valise. Tout dans cette pièce racontait l'histoire d'un homme pris entre la vérité et la peur. Un homme qui n'avait peut-être pas eu l'intention de tuer, mais qui avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Et maintenant, il courait. En fin d'après-midi, un appel avait été passé à la station locale de Market Chadbury. Aucun signe de James Lawton n'avait encore été trouvé. Mais sa voiture, une berline plus ancienne, a été aperçue abandonnée sur une route près de la côte en début de soirée. Le contenu de la valise confirmait ce que Miss Marple soupçonnait, des lettres entre Ferry et Sylvia Greenslade, codées, datées et détaillant l'emplacement et le mouvement de plusieurs documents historiques passés en contrebande, tous centrés sur la charte de 1351. Lawton n'avait pas tué Ferry par cupidité, croyait-elle maintenant. Il l'avait fait par peur, peur d'être exposé, peur d'être impliqué dans quelque chose qui était devenu trop dangereux. Mais le motif n'était pas clair. Il y avait quelqu'un d'autre impliqué, quelqu'un qui avait utilisé l'implication et l'obscurité de Lawton à son avantage. Quelqu'un regarde toujours. Alors que le crépuscule tombait sur Little Darning, Miss Marple regarda une fois de plus le verger où tout avait commencé. Avec un cri et un corps dans une haie, ce n'était pas encore fini, mais les murs commençaient à se refermer. La découverte de la chambre à l'étage de Maple House a fait frissonner le village. Non pas parce que quiconque connaissait toute la vérité, mais parce qu'ils sentaient enfin que quelque chose de grave avait pris racine parmi eux. Les ragots étaient devenus plus silencieux, pas plus forts. Les yeux suivaient désormais plus subtilement les mouvements du gendarme, et dans les salons de thé Blackbird, la conversation passa de vaines spéculations à de discrètes inquiétudes. Quelque chose à propos d'une pièce fermée à clé, murmurèrent-ils. Quelque chose à propos de cartes, de secrets et d'un homme qui avait disparu avant le petit déjeuner. Miss Marple, cependant, resta calme. Au contraire, ses mouvements sont devenus plus délibérés, ses courses plus pointues. Elle rendit visite au révérend Clément ce matin-là, non pas pour lui donner des conseils moraux, même si elle écouta poliment ses remarques sur les dangers du secret, mais pour emprunter un petit objet à la sacristie de l'église, un livre de prière ancien avec des pages dorées sur tranches et un compartiment caché dans sa reliure, autrefois utilisé par un aumônier de guerre pour faire passer clandestinement des lettres sous l'occupation. Elle est ensuite rentrée chez elle et a placé le deuxième parchemin récupéré dans la pièce à l'étage de Maple House, dans le faux dos, non pas pour le cacher précisément, mais pour le protéger de quiconque pourrait encore le regarder. Parce que quelqu'un regardait toujours.
Elle le sentait dans le rythme du village, l'étrange retard dans les livraisons de papier de Timothy, la soudaine timidité dans les yeux de Miss Brathwaite et surtout dans le silence qui suivit lorsqu'elle passa la porte du village. Fin de l'ombre. Monsieur Graham Toffle n'avait pas répondu à sa porte depuis la veille au soir. Elle sonna encore une troisième fois et attendit. Aucune réponse. Les rideaux restaient tirés et la lumière du hall, qui brillait habituellement, faiblement à travers l'étroite fenêtre latérale, était éteinte. Elle s'est rendue au presbytère, où Madame Clément a confirmé ce qu'elle soupçonnait. Monsieur Toffle a envoyé une note ce matin, annulant sa comparution au comité caritatif, dit-elle en fronçant les sourcils. Il a dit qu'il avait des affaires urgentes à Londres, très soudainement. Il n'a même pas récupéré son chèque. Miss Marple la remercia et partit sans autre commentaire. Mais son esprit était très occupé. Le parchemin remis à Monsieur Toffle n'était pas arrivé par hasard. Il avait été envoyé pour le manipuler, soit pour tester sa loyauté, soit pour le piéger. Et maintenant, moins de 24 heures plus tard, il avait disparu sous prétexte d'affaires urgentes. Trop soigné, trop pratique. D'autant plus que, à la connaissance de Miss Marple, Monsieur Toffle n'avait pas visité la gare. Le chef de gare, qui tenait un admirable registre du trafic des voyageurs, lui avait clairement indiqué que personne correspondant à sa description n'était monté à bord d'un train depuis mardi. Et ainsi, elle ne tourna pas ses pas vers Hillshade. Hand met vers le renard et la lanterne, la seule auberge de Little Darning proposant des chambres privées et des dîners chauds aux visiteurs qui passent la nuit. Le propriétaire, M. Griggs, était réticent à parler de ses invités, mais quelques questions douces et une mention délicate de la tombola des récoltes du vicaire lui délièrent bientôt la langue. « Grand gars, gris aux tempes, réservé », dit-il en frottant un chiffon sur une cruche. « Oui, je suis arrivé hier. Je n'ai pas donné de nom, mais j'ai payé en espèces. J'ai demandé une chambre avec une sortie privée. » « Et est-il parti ? » ?»« Non. » Griggs regarda vers le couloir. « Il n'est toujours pas descendu pour le petit déjeuner. La chambre est fermée à clé, je pensais qu'il dormait. » Miss Marple hocha la tête, puis posa légèrement une main sur son bras. « Monsieur Griggs, dit-elle doucement, je crois que vous voudrez peut-être demander au gendarme Hawthorne de venir, tranquillement, et peut-être de ne pas ouvrir la porte avant son arrivée. » Les yeux de l'aubergiste s'écarquillèrent. « Tu penses qu'il s'est passé quelque chose ? » ?»« Je pense, dit-elle doucement. Quelqu'un s'est peut-être retrouvé piégé par une vérité qu'il ne pouvait pas distancer. Lorsque l'agent était arrivé 20 minutes plus tard et a ouvert la porte, ils ont trouvé Graham Toffle assis au bureau, la tête appuyée sur ses bras croisés. La pièce sentait le whisky, mais pas énormément. Il n'y avait aucun signe de violence, aucune blessure évidente. Une lettre était ouverte devant lui, écrite avec sa propre écriture soignée. La bouteille à côté n'était qu'à moitié vide. Le docteur Graham, appelé immédiatement, rendit son verdict, des sédatifs. Assez probablement pour garder Toffle inconscient, mais pas mortel. Un effondrement mis en scène, ou une évasion ratée de la culpabilité. Le médecin ne pouvait pas le dire. Mais Miss Marple ne dit rien. Pas encore. Elle a attendu que l'inspecteur soit arrivé et que Toffle ait été transféré à la clinique avant de demander à examiner la note laissée sur place. Creil le lui tendit sans protester. « À quiconque découvre ceci, je n'ai pas tué Ferry, mais j'ai aidé. Pas avec la violence, mais avec le silence. On m'a approché il y a des mois. Et on m'a dit que Sylvia Greenslade possédait quelque chose de dangereux. Quelque chose qui ruinerait les réputations, saperait les institutions. J'ai accepté de transmettre ce que je savais, où elle pourrait être, où son neveu pourrait vivre. Je n'ai pas posé de questions. J'aurais dû. Mais quand Ferry m'a contacté, j'ai paniqué. Je pensais qu'il savait. Je pensais qu'il venait pour se venger. Je n'ai jamais ouvert le livre. Je n'ai jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur, je le jure. Mais j'ai fait passer le message et quelqu'un attendait. Je ne suis pas innocent. Mais ce n'est pas moi qui l'ai poignardé.
Miss Marple rendit la lettre, les yeux lourds de réflexion. C'était à bien des égards exactement ce à quoi elle s'attendait. Et pourtant, il y a trop de non-dits. Quelqu'un avait utilisé du caramel. Mais ils avaient aussi prévu qu'il faiblirait, qu'il essaierait de se décharger d'une manière qui ne parviendrait pas aux autorités à temps. Ce qui signifiait que quelqu'un surveillait sa chambre. Ce qui signifiait qu'ils étaient probablement dans le village toujours. Elle rentra chez elle juste avant le crépuscule et fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle envoyait une invitation. Une lettre, remise en main propre à Richard Greenway chez Madame Drummond, lui demandant de prendre le thé le lendemain. Elle en envoya ensuite un autre, à Marguerite, Lawton et une troisième note anonyme, épinglée sur le poteau de Hillshade End juste après la tombée de la nuit. Thé chez Miss Marple. 4 heures. L'affaire concerne Ferry, la charte et le nom utilisé pour l'attirer. Vous aurez envie d'être là. Jim a préparé le thé elle-même le lendemain après-midi. Une génoise nature, des scones avec de la crème au citron et un pot d'assam. La table était mise sous la pergola du jardin, où les roses tardives s'accrochaient encore pour fleurir. À 4 heures précises, les 3 invités arrivèrent. Richard Greenway, le regard fatigué mais résolu. Margaret Lawton, silencieuse et tendue, et un dernier invité, Monsieur Sandor. Miss Marple ne l'avait jamais rencontré directement auparavant, mais elle le reconnut immédiatement. Grand, élégant, avec une précision de mouvement qui appartenait à quelqu'un habitué à la pression calculée. Un homme qui se présentait comme un collectionneur, mais qui se déplaçait comme quelqu'un habitué à éliminer les obstacles. Elle les accueillit tous avec la même chaleur. « Vous vous demandez pourquoi je vous ai rassemblés ?» commença-t-elle en versant le thé. « C'est assez simple, en fait. Je voulais voir qui tressaillir. » Le silence qui suivit fut serré. Je crois qu'Alonzo Ferry a été attiré ici pour livrer le dernier morceau d'une histoire occultée, une histoire qui a commencé avec Sylvia Greenslade et qui pourrait se terminer par la ruine de quelqu'un. Mais ce n'est pas un hasard. Il a été envoyé, puis quelqu'un s'est assuré qu'il ne reviendrait pas. Et quelqu'un d'autre a regardé, a attendu de voir qui ferait surface. Elle se tourna vers Greenway. « Tu étais censé être un appât, puis à Lawton. Toi, un complice réticent, et enfin à Sandor. Et toi, la main qui les a guidés tous les deux. » Le sourire de Sandor était poli. « Vous avez beaucoup d'imagination. Miss Marple ?»« Oui, acquiesça-t-elle. Et tout un souvenir. Par exemple, je me souviens d'une histoire que Sylvia a racontée un jour, à propos d'un homme charmant qui avait proposé d'évaluer les livres de sa famille après la mort de son frère. Il a dit qu'il travaillait pour une société européenne de préservation, mais il cherchait autre chose. » Elle se pencha en avant. Elle a dit qu'il portait des chaussures italiennes, parlait 3 langues, et avait l'habitude d'apparaître juste au moment où l'on était le plus vulnérable. Les doigts de Sandor frappèrent une fois sa tasse. Puis il se releva lentement. « Vous m'excuserez, » dit-il d'une voix mesurée. « J'ai un train à prendre. » Miss Marple hocha simplement la tête. « Oui, je pense que ce sera votre dernier depuis un moment. » Tandis qu'il s'éloignait dans l'allée, l'inspecteur Crail sortit derrière le treillis, flanqué de 2 agents. Le piège était tendu, et Miss Marple, toujours assise à sa table à thé, tendit calmement la main vers un 2e scone. L'arrestation de M. Sandor n'a pas provoqué la réaction à laquelle on aurait pu s'attendre à Little Darning. Il n'y avait pas de cris, pas d'enfants qui poursuivaient en calèche, pas de reconstitution excitée sur le green. Au lieu de cela, la nouvelle s'est répandue comme la lente montée du brouillard. Doucement, régulièrement, et avec le sentiment étrange que beaucoup s'attendaient à quelque chose, mais peut-être pas à cela. Officiellement, il a été interrogé sur des questions de fraude à la documentation internationale, même si l'inspecteur, toujours discret, n'a pas dérangé les villageois avec des détails. Les curieux qui ont voulu se pencher sur la question n'ont entendu que des phrases vagues. Réseau de contrebande, faux nom, musée méditerranéen.
Mais ce que la plupart des villageois ont répété était bien plus simple. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. Pour Miss Marple, cependant, les conséquences n'ont pas été un moment de triomphe, mais un moment de règlement des comptes tranquilles. Ce soir-là, longtemps après que le rapport du constable eût été déposé et que les dernières tasses de thé furent lavées et remises dans le placard, elle s'assit seule dans son salon, les dernières pages de l'énigme disposées devant elle comme des fleurs pressées. Le mystère ne concernait pas seulement un meurtre, ni simplement un parchemin. Il s'agissait avant tout de la peur d'être exposée, d'être discrédité, de perdre le contrôle de son passé. Et aussi, il s'agissait d'une femme qui avait disparu en silence, et dont l'absence avait murmuré à travers le village, comme une question trop délicate pour être posée à haute voix. Sylvia Greenslade, Richard Greenway, arriva à 6h30, son pardessus mouillé par la brume du soir et les mains enfoncées dans ses poches. Miss Marple l'a accueilli au chaud avec un pot de lapsang souchong et un petit verre de cordial à la fleur de sureau. « Je voulais te remercier », dit-il en s'asseyant en face d'elle, « même si je ne comprends toujours pas tout. Je pense que vous comprenez plus que vous ne le pensez, » dit doucement Miss Marple. « Mais laissez-moi vous aider à combler ce qui manque. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « Votre tante, Sylvia, est tombée par hasard sur le fragment original de la charte, caché dans une série de livres vendus à son défunt frère par un vieux collectionneur de Londres. Au début, elle pensait que c'était simplement intéressant, une curiosité historique. Mais ensuite, elle a commencé à soupçonner sa signification. Et une fois qu'elle a retracé ses implications, elle a compris ce qu'elle avait. Greenway hocha lentement la tête. Elle a mentionné quelque chose de curieux, mais elle n'en a pas dit plus. Elle ne l'aurait pas fait, a déclaré Miss Marple. Elle a été prudente, trop prudente peut-être. Elle a contacté Alonzo Ferry, un homme qui avait déjà aidé au rapatriement de documents similaires. Il a accepté d'examiner la charte et de l'authentifier. Mais il n'était pas le seul à surveiller. Elle se leva et récupéra un morceau de parchemin sur l'étagère. La note originale, celle remise anonymement à Toffle. Je crois que quelqu'un, peut-être Sandor lui-même, a intercepté la correspondance de Ferry. Il s'est rendu compte que Sylvia allait vous apporter la charte, à vous, son neveu, quelqu'un en qui elle avait confiance. Il a donc conçu un plan pour éliminer à la fois le risque et la traçabilité. Greenway baissa les yeux. Cette lettre, celle qui m'a amené ici, forgée, confirma Miss Marple, mais dans la main de votre tante, probablement tirée d'une note antérieure. Vous étiez censé arriver juste à temps pour être confus, peut-être même impliqué. Et Ferry était censé livrer le dernier morceau de la charte et disparaître. Greenway resta silencieux pendant un moment. Alors Sylvia... Voix de Miss Marple s'adoucit. C'est la partie que je dois vous raconter avec précaution. Votre tante a disparu volontairement mais non sans contrainte. Je crois qu'elle a réalisé, trop tard, que ses connaissances la mettaient en danger. Plutôt que de risquer de vous entraîner, vous ou d'autres, dans ce danger, elle est partie. Je crois qu'elle a été aidée, peut-être par Ferry, peut-être par un autre contact sympathique à sa cause. Et il y a eu des rapports, voyez-vous, non confirmés mais plausibles, d'une femme correspondant à sa description montant à bord d'un bateau à vapeur à destination de Malte sous le nom de Sarah Greenwood, 2 semaines après sa disparition. « Vivant », dit Greenway d'une voix rauque. Miss Marple hocha la tête. « Je pense que oui, elle l'est peut-être encore, même si elle aurait presque 80 ans maintenant, et elle ne reviendrait pas tant qu'elle ne serait pas certaine que le danger était passé. » Greenway posa une main sur sa bouche. Il ne pleura pas, mais son souffle se coupa et ses épaules s'affaissaient sous le poids d'un chagrin longtemps inexprimé. Après une pause, Miss Marple lui versa une 2e tasse de thé et continua, sa voix plus ferme désormais. « James Lawton, je crois, n'a jamais eu l'intention de tuer. C'était un homme pris dans son propre silence, complice peut-être d'une réunion organisée dans l'ombre, d'un transfert qui a mal tourné.
Il a paniqué lorsque Ferry est mort, a caché le document et a fermé la chambre à l'étage comme si elle pouvait en contenir les conséquences. Mais Margaret, je soupçonne qu'elle en savait plus qu'elle ne l'a laissé entendre. Elle avait peur, a déclaré Greenway. Oui, acquiesça Miss Marple, et peut-être pas entièrement innocente, mais j'imagine qu'elle craignait bien plus ce que son mari avait apporté dans leur vie que la loi. Les hommes de Crail n'avaient pas encore localisé James Lawton. Sa voiture abandonnée n'avait donné aucun indice, et aucune observation n'avait été signalée au-delà de la route côtière. Peut-être était-il tombé au sol, peut-être avait-il simplement disparu, comme Sylvia, mais sans la dignité d'un but. La dernière pièce était arrivée dans l'après-midi, lorsque l'inspecteur Crail revint du marché Chadbury avec un petit in-folio en cuir. C'était dans la chambre de Sandor. Cela avait-il dit en le posant à plat sur la table. Niché sous la doublure de sa valise, à l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres tapées, traduites et annotées. Ils ont tout confirmé. Sandor suivait Ferry depuis le départ de Gênes. Il avait retracé la correspondance avec Sylvia, intercepté le fragment de charte que Ferry transportait et orchestré le piège à Little Darning. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la résilience des personnes qu'il sous-estimait, ou le génie discret de Miss Marple. 3 jours plus tard, la vie à Little Darning est revenue à la normale. Les volets de Maple House s'ouvrirent, enfin. Margaret Lawton, après un long entretien avec Crail, avait emménagé chez un cousin dans le West Sussex. Monsieur Toffle était sorti de l'hôpital et était rentré chez lui, plus gris et plus calme, avec l'air profondément enfoncé de quelqu'un qui s'était retrouvé nez à nez avec lui-même et avait trouvé un étranger. Et Miss Marple, toujours modeste, avait repris son groupe de thé du mardi au presbytère. Un gâteau aux graines a été servi, le tricot a repris, et la conversation s'est tournée doucement vers les bulbes de tulipes et le charme particulier du nouveau chiot labrador de M. Collins. Mais sous ce discours, quelque chose avait changé, parce que ceux qui avaient vu Miss Marple verser du thé et discuter de géranium savaient désormais, s'ils ne l'avaient pas déjà fait, que ses yeux manquaient très peu, et son silence signifiait tout. Ce soir-là, elle se tenait devant la porte de son jardin, regardant la ruelle tranquille. Les roses pâlissaient, la lumière diminuait, et le village expirait à nouveau. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le livre de prière, celui avec le faux compartiment. Le dernier parchemin avait été restitué aux autorités, mais l'espace, vide à l'intérieur, est resté. Un rappel, toutes les énigmes n'avaient pas besoin d'être résolues. Toutes les énigmes n'exigeaient pas de réponse. Certains, comme Sylvia Greenslade elle-même, feraient mieux de les laisser comme des mystères qui étaient hors de portée, vivant non pas en leur absence, mais dans la vie qu'ils avaient changée. Alors Miss Marple se tourna doucement et ferma la porte derrière elle.